Vous regardez TV5 Monde, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité. Ces frappes russes sur l'Ukraine. Kiev a été touché, 500 drones lancés, 40 missiles. Il y a au moins 2 morts et une vingtaine de blessés. Ces attaques surviennent à la veille de la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky en Floride. L'espoir d'une paix durable entre la Thaïlande et le Cambodge. L'espoir du retour aussi pour près d'1 million de déplacés. Ces deux pays ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat. Les hostilités avaient repris il y a plus de 3 semaines et fait près de 50 morts. Vous saurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations, la déception des Marocains, le choc Sénégal-République démocratique du Congo, la Tunisie qui affronte ce soir le Nigeria. Toute l'actualité de la CAN, c'est avec Salaheddine Gakou, évidemment. 2025 s'achève bientôt. Cette année marque les 50 ans de l'accueil des Boat People. Ces réfugiés asiatiques ont bravé les mers pour échapper au pire. Franz Vaillant revient sur cette histoire douloureuse. Il a recueilli des témoignages poignants. Regardez un film de Disney, c'est de saison en cette période de fin d'année. Alors, qui est l'homme qui a fondé cet empire? Connaît-on vraiment Walt Disney, évidemment. 64 minutes lève le voile sur cette icône du XXe siècle. C'est dans la deuxième partie de cette émission. La Russie veut-elle accentuer la pression à la veille de la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky? L'armée russe a mené des frappes la nuit dernière parmi les villes visées. Je vous le disais, Kiev. Pour le président ukrainien, ces attaques russes montrent que Moscou ne veut pas la paix. On fait le point avec Pascal Bourgault. Face aux missiles et aux drones russes, des tirs de la défense antiaérienne de l'Ukraine. La nuit dernière, tout le pays était sous alerte. Habitués depuis 4 ans, les habitants de Kiev sont descendus dans le métro bien équipés avec leurs fauteuils, leurs matelas et leurs livres. L'attaque sur la capitale et ses faubourgs a fait au moins 2 morts et une vingtaine de blessés. Hier, d'autres villes ukrainiennes ont été visées, notamment Kharkiv. Dans cette voiture et les immeubles avoisinants, 2 civils ont perdu la vie et 8 autres ont été blessés. Un bébé de 9 mois a été blessé à la tête. Il a été évacué avec sa mère dans l'un des hôpitaux de la ville. Ces bombardements russes interviennent à la veille de nouvelles négociations de paix dans la résidence d'hiver de Donald Trump, en Floride. Dimanche, Volodymyr Zelensky y discutera avec le président américain de son nouveau plan en 20 points, d'ores et déjà critiqué par Moscou. Concernant les questions sensibles, nous aborderons celle du Donbass et de la centrale nucléaire de Zaporijia. Nous discuterons certainement aussi d'autres sujets. La centrale de Zaporijia est actuellement gérée par les Russes. Le nouveau plan prévoit une cogestion avec l'Ukraine et les États-Unis. Avant d'arriver en Floride, Volodymyr Zelensky fera une escale au Canada où il s'entretiendra avec le Premier ministre Mark Carney et par téléphone avec des dirigeants de l'Union européenne qui, selon le nouveau plan, devraient prochainement intégrer l'Ukraine. Tout au long de ce processus, avec tous ces documents, nous échangeons avec les Européens, car beaucoup de choses dépendent aussi de leur avis. Nous devons absolument, dans un avenir proche, trouver une configuration où les négociations ne se déroulent pas seulement entre l'Ukraine et les États-Unis, mais aussi avec l'Europe. À Kiev, sous les bombes russes, nombre d'habitants sont sceptiques et ne croient plus en ces négociations de paix. Je pense que rien ne va changer. Ce sera juste une visite aux États-Unis. Je pense que la Russie n'a aucune intention de modifier quoi que ce soit à ses plans. Quant à ce que Moscou exige de nous, c'est inacceptable. Le plan ukrainien prévoit également le déploiement de forces internationales le long du front actuel pour surveiller le respect du cessez-le-feu. Et on apprend que Volodymyr Zelensky est donc arrivé à Halifax où il va donc rencontrer le Premier ministre canadien. Une mosquée est prise pour cible à Homs, dans le centre de la Syrie, dans un quartier de la minorité alaouite. L'explosion a fait au moins 8 morts et 18 blessés. Le bilan est provisoire. Cette attaque a été revendiquée par un groupuscule djihadiste sunnite du nom de Saraya Ansar al-Sunna. Les hostilités ont duré plus de 3 semaines, des violences qui ont fait au moins 47 morts et près d'1 million de déplacés. Ces derniers ont l'espoir de pouvoir rentrer chez eux rapidement. C'est l'un des points importants du cessez-le-feu signé entre la Thaïlande et le Cambodge. Les précisions de Perrine Juan. C'est le soulagement pour ces déplacés cambodgiens qui aimeraient enfin y croire.
Je suis heureux qu'il y ait un cessez-le-feu. Je souhaite avoir la liberté de pouvoir retourner travailler. Depuis la reprise des combats, il y a 3 semaines, entre la Thaïlande et le Cambodge, des centaines de milliers de personnes ont été évacuées de part et d'autre de la frontière. Contraintes de dormir sous des tentes ou dans des centres d'hébergement d'urgence, elles devraient enfin retrouver leur village. C'est ce que le ministre cambodgien de la Défense a promis aujourd'hui. Ce cessez-le-feu permettra aux réfugiés vivant près de la frontière de rentrer chez eux, de gagner leur vie, de reprendre leurs activités agricoles et aux enfants vivant le long de la frontière de retourner à l'école. Très tôt ce samedi, les 2 voisins ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat et ils ont tenu à faire une déclaration conjointe. Les 2 parties maintiendront leurs effectifs militaires actuels dans la région sans mouvement ni renfort et sans nouvelle attaque ni provocation. Le cessez-le-feu sera surveillé et observé pendant 72 heures afin de confirmer qu'il est réel et continu. L'accord évoque le gel des positions militaires, le déminage des zones frontalières et une coopération policière pour lutter contre la cybercriminalité. Mais rien sur le tracé de la frontière, ni la souveraineté de plusieurs temples, objet du conflit. Ce cessez-le-feu a été rapidement salué par l'ONU, qui dit espérer que cela ouvrira la voie à la paix. Les Ivoiriens de retour aux urnes, 2 mois après la réélection d'Alassane Ouattara au pouvoir, ils renouvellent aujourd'hui l'Assemblée nationale. L'opposition espère inverser la tendance alors qu'une majorité de députés est issue du parti au pouvoir. Selon le président de la commission électorale indépendante, des échauffourées ont été maîtrisées par les forces de l'ordre. On y reviendra dans le journal Afrique. Et demain, c'est la Centrafrique qui vote. Au pouvoir depuis 2016, le président Faustin-Archange Touadéra vise un 3e mandat consécutif. Parmi les défis que doit relever ce pays très enclavé, il y a les infrastructures routières. Certaines routes datent de l'époque de l'indépendance. Reportage TV5 Monde sur la route de Boali de notre envoyé spécial, Marianne Koné. Nid de poules, goudron parfois inexistant. Nous sommes pourtant sur l'une des routes les plus empruntées de la République centrafricaine. Elle relie la capitale Bangui au Cameroun. Yacouba est chauffeur depuis des années. Il fait ce trajet plusieurs fois par semaine. Ce n'est pas facile, tu dois tout le temps faire des zigzags, impossible de rouler tout droit, surtout entre Yaloké et Baoro. C'est le pire, c'est même dangereux. Impossible de rouler paisiblement, tu dois constamment éviter les nids de poules. À la fin, tes muscles te font mal, tu as mal partout, tu es fatigué. Un trajet tout aussi éprouvant pour les passagers. Pour parcourir les 600 km, il faut au moins 16 heures, contre 9 heures si la route était en bon état. Bien sûr que c'est long parce que tu vas parcourir peut-être toute la journée sur place. Et parfois, ça arrive qu'il y a des accidents, il y a des pannes. Des pannes fréquentes sur cet axe vital pour le pays. C'est l'unique accès vers la mer pour la Centrafrique, pays enclavé. Carburant, nourriture, marchandises, tout ce qui ravitaille le pays passe par ici. Amadou est apprenti mécanicien. Depuis 2 jours, il tente de réparer ce véhicule venu du Cameroun, immobilisé à une centaine de kilomètres de la capitale. Avec ces camions, on transporte des marchandises importantes. Quand il y a une panne comme ça, on ne peut pas abandonner le camion pour aller chercher à manger ou trouver un endroit pour dormir. Faim ou pas, on ne peut même pas envisager de se déplacer. Mais depuis quelques années, un projet fait naître l'espoir de réduire l'isolement économique de la RCA, le corridor 13. Une route de plus de 3300 km destinée à relier le Congo au Tchad en passant par la République centrafricaine. Ce projet est très important pour le développement de la Centrafrique du fait que nous avons seulement le tronçon de Cameroun. S'il y a un problème au niveau du Cameroun et que la voie est bloquée, vous voyez que le pays sera aussi bloqué. Pour l'instant, le projet n'a obtenu des financements que pour un peu plus de 200 km sur les 1000 à construire ou à réhabiliter en RCA. Il faudra encore attendre plusieurs années avant que ce corridor tant attendu ne devienne réalité.
Et maintenant, une décision très décriée. Israël reconnaît le Somaliland. C'est une grande première pour cette république autoproclamée. Quelles sont les réactions? Pourquoi prendre une telle décision? Bonsoir Hugo Barbieux. Bonsoir Estelle. Alors rappelez-nous déjà où se trouve le Somaliland. Eh bien, le Somaliland se trouve dans la Corne de l'Afrique, ici au nord-ouest de la Somalie, dont il fait officiellement partie. Ce territoire correspond en fait à l'ancienne Somalie britannique. En 1960, il fusionne avec l'ancienne Somalie italienne lors de l'indépendance du pays et en 1991, il fait sécession à la faveur de la guerre civile. La Somalie sombre dans le chaos tandis que le Somaliland vit dans une relative stabilité. La République autoproclamée du Somaliland a ainsi ses propres institutions, sa propre monnaie, son armée, sa police et même un mode de scrutin perfectionné qui se veut démocratique et malgré tout cela, aucun pays ne reconnaît publiquement. Conséquence, le Somaliland ne peut par exemple pas accéder auprès de la Banque mondiale ou du FMI pour soutenir ses infrastructures. Et pourtant, vendredi, Israël a décidé de reconnaître ce territoire. C'est inédit. Eh bien oui, Benyamin Netanyahou a signé hier l'acte qui reconnaît l'indépendance du Somaliland. On le voit ici à l'écran et reconnaît donc l'autodétermination du Somaliland. On l'écoute. Je pense que ce sera une excellente occasion d'élargir notre partenariat. Nous avons l'intention de travailler avec vous dans les domaines économiques, dans l'agriculture et dans ceux du développement social. Tout ce dans quoi nous espérons pouvoir vous apporter notre aide. Nous croyons évidemment en cette amitié. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est que de son côté, le Somaliland va rejoindre les accords d'Abraham. Ce traité qui a déjà permis à plusieurs États arabes de normaliser leurs relations avec Israël. L'annonce a été largement critiquée dans la région. La Somalie parle d'une attaque contre sa souveraineté. La Ligue arabe et l'Union africaine notamment rejettent cette annonce. Même Donald Trump, grand soutien d'Israël, exprime son désaccord. Alors comment expliquer ce rapprochement ? Eh bien, ces nouvelles relations diplomatiques ont d'abord un but géostratégique. Israël est engagé dans une guerre sur plusieurs fronts, et notamment en mer Rouge, où son armée a besoin d'alliés pour une potentielle campagne contre les Houthis du Yémen. Des experts américains estiment aussi qu'Israël pourrait ainsi également contrebalancer l'influence de ses rivaux dans la région. Mais pour l'autorité palestinienne, ce rapprochement a un autre objectif. Elle accuse Israël de vouloir y expulser des représentants du peuple palestinien. Merci Hugo pour ce décryptage. Quand acheter une tongue devient politique, au Brésil, une publicité pour la célèbre marque Havaianas suscite la polémique. Les partis de droite et d'extrême droite y voient un message orienté alors que des élections se profilent. Et parmi les personnalités les plus remontées, le fils de l'ex-président Jair Bolsonaro. Les explications de Perrine Jean. À l'origine, c'est une publicité de la célèbre marque de tongs brésilienne qui a fait de ses sandales inoffensives une affaire politique. À l'image, Fernanda Torres, l'une des actrices les plus influentes du pays. Désolée, mais je ne veux pas que vous commenciez l'année 2026 du pied droit. Je veux que vous commenciez l'année avec vos deux pieds. Une expression populaire locale associée à la chance qui revient à dire commencer l'année du bon pied. Mais ce clin d'œil de l'actrice engagée à gauche a déclenché la colère du camp conservateur brésilien qui se sent visé. Il y voit carrément une campagne contre la droite et appelle depuis au boycott d'Havaianas. Et parmi les premiers, le fils de l'ex-président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Je pensais que ces petites choses étaient un symbole national. J'ai vu beaucoup d'étrangers portant ce drapeau du Brésil au pied, mais désolé, je jette le pied droit et le pied gauche à la poubelle. D'autres personnalités d'extrême droite ont aussi décidé de se débarrasser de leurs chaussures fétiches. Havaianas a choisi son camp. La droite a choisi le boycott. Adieu Havaianas. Et leurs partisans ont suivi le mouvement. Sur ces images, on peut voir des personnes passer devant le magasin Havaianas à cloche-pied. Moi, plus jamais je ne porterai d'Havaianas. Et pourtant, j'en ai utilisé toute ma vie. Bien au contraire, riposte avec ironie la gauche brésilienne, qui suggère d'offrir des paires de tongs pour les fêtes de fin d'année. Comme le célèbre réalisateur Kleber Mendonça Filho. D'autres ont même conseillé à Jair Bolsonaro de porter ses tongs, bien plus pratiques à chausser, avec un bracelet électronique. L'ex-président purge une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'État.
Place à présent à la Coupe d'Afrique des Nations, la déception des Marocains hier, le choc Sénégal-République démocratique du Congo. Vous saurez tout grâce à Salaheddine Gakou. Suite de la deuxième journée de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec le groupe des premiers matchs ce samedi Bénin-Botswana. Historique pour les Béninois qui remportent le premier match de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Un succès qui s'est dessiné logiquement, ils méritaient de gagner. Donc victoire 1-0 des guépards qui ne sont plus des écureuils. Effectivement. L'autre match de ce groupe D, c'est un choc avec un C majuscule, Sénégal contre République démocratique du Congo. Les deux favoris de ce groupe qui se neutralisent. Le Sénégal a dominé, mais ce sont les Léopards qui ont marqué les premiers avant que Sadio Mané n'égalise. Donc un but partout dans cette belle affiche de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, et belle ambiance effectivement à Paris. C'est ça, c'est aussi l'ambiance avec la diaspora qui se mobilisait. À Paris, on sait qu'il y a beaucoup de Congolais, beaucoup de Sénégalais. Et ils sont retrouvés dans le 18e arrondissement. On voit des images de Camille Ballan. Forcément, ça a dû vanner dans ce match, mais c'est aussi ça la CAN, la diaspora qui a son mot à dire dans la compétition. Effectivement, alors ambiance, vous l'imaginez, Salaheddine, à Dakar, évidemment, la capitale sénégalaise, et notre correspondante Alison Fernandez a suivi ce match pour nous. Regardez. Le match vient de se terminer ici à la fan zone de la place du Souvenir à Dakar. Match qui s'est terminé sur un score de 1-1. Je suis avec 3 supportrices de l'équipe du Sénégal. Ramata, vous avez suivi le match ici. Alors qu'est-ce que vous avez pensé du match ? C'était un bon match, mais ça manquait un peu de réalisme. Les Sénégalais ont eu pas mal d'occasions qu'ils n'ont pas pu concrétiser. Contrairement à l'équipe adverse, ils ont eu à transformer leurs occasions, ce qui nous manquait dès le début. On a eu pas mal d'occasions, mais voilà, malheureusement, ça n'a pas... C'est un peu la déception. Déception, je dirais pas déception parce qu'ils ont fait un bon match, mais ça manquait de buts. Il fallait marquer plus de buts. Voilà, le Sénégal qui espérait décrocher son ticket pour les 8e de finale et envoyer un message à la concurrence. Le prochain match, ce sera ce mardi contre le Bénin. Et on va suivre ça, évidemment. Salaheddine, on va regarder avec vous le classement de ce groupe D. Avec le Sénégal et la République démocratique du Congo en tête avec 4 points, suit le Bénin avec 3 points et le Botswana dernier avec 0 points. Et il reste 2 matchs à suivre aujourd'hui. Le groupe C avec Ouganda, Tanzanie qui va débuter dans quelques instants et surtout Nigeria, Tunisie du côté de deux fesses. Les deux équipes Nigeria et Tunisie ont réussi leur début dans la compétition avec une victoire à la clé. Pour cette deuxième journée, la suprématie des aigles est en jeu. Sujet de Jules Lalanne-Larieux. Ils sont en mission. À peine arrivés à Fès hier, les aigles de Carthage sont allés prier. À la sortie, des sourires pour une équipe qui avance sans faire de bruit. Laissez-nous dans l'ombre, on travaille, on est exigeant envers nous-mêmes. Une équipe devenue au cours des derniers mois terriblement efficace. Mais surtout, un groupe qui vit bien. Moi, depuis que je suis arrivé, vraiment, ils m'ont toujours bien accueilli et vraiment, ça me va droit au cœur. Je vous remercie beaucoup, merci. Il y a beaucoup d'engouement, etc. De vivre ça à l'intérieur, c'est vraiment super. Et en plus, quand on gagne, c'est mieux. Donc, pourvu que ça continue. En point d'orgue, ce match face au Brésil de Carlo Ancelotti mi-novembre. Un nul, célébré comme une victoire. Mais surtout, il y a cette défense. Aucun but encaissé en 10 matchs lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Et lors du premier match face à l'Ouganda, les Tunisiens n'ont pas manqué leur rendez-vous. Plus qu'une forte impression, ils ont étrillé leur adversaire. Pour la première fois depuis 2013, les Aigles ont remporté le premier match de leur CAN. On ne change pas une équipe qui gagne. Les joueurs qui ont été performants méritent de rejouer. Chaque match a toutefois sa propre réalité sur le terrain et je ne fais pas partie de ceux qui changent excessivement. En face, les Super Eagles de Victor Osimhen, eux aussi victorieux de leur premier match face à la Tanzanie, s'avancent avec des certitudes et une armada offensive qui tourne à plein régime. Une question subsiste, réussiront-ils à faire vaciller les hommes de Sami Trabelsi ? On voit ça demain avec vous, Salaheddine. À demain. Merci à vous. Et c'est carré, c'est le média d'information de TV5 Monde qui réveille la curiosité 15-18 chausse les crampons donc pendant toute la CAN. Aujourd'hui, Léa Martin revient sur la controverse autour des gradins clairsemés. Alors scannez le QR code qui apparaît sur votre écran pour vous abonner aux réseaux sociaux de C'est carré.
Depuis le début de la CAN, on a vu beaucoup de gradins vides, à tel point que les organisateurs ont ouvert les portes des stades gratuitement 20 minutes après le coup d'envoi de certaines rencontres. Mais est-ce que ça veut dire que cette CAN est moins populaire que les autres? Allez viens, je t'explique. Alors déjà, pour commencer, on va calmer les ardeurs de tout le monde, c'est pas la première fois qu'on voit des gradins clairsemés à la CAN. En Égypte, en 2019, la compétition s'est jouée en plein été sous une chaleur écrasante. L'affluence des stades était plutôt décevante, surtout pendant les phases de groupe. C'était aussi le cas pendant la CAN 2021, où les matchs du Cameroun et des grandes affiches étaient très populaires, contrairement aux autres rencontres. Cette fois-ci, c'est entre autres les transports vers les stades qui ont été pointés du doigt. Mais revenons à la CAN du Maroc. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi eu un scandale de trafic de billets. Des gens se sont mis à acheter des lots de billets pour les revendre beaucoup plus cher sur les réseaux. D'ailleurs, la police marocaine a interpellé 8 personnes à ce sujet. Et puis bon, on va pas se mentir, il y a un peu de compétition aussi là-dedans. Les supporters veulent tous dire que la CAN de leur pays était la meilleure CAN et ça crée le buzz sur les réseaux. Surtout que beaucoup de gens parlent de la CAN du Maroc comme étant la meilleure CAN de l'histoire. Alors il reste à voir quel sera l'achalandage pendant la phase finale qui commence le 3 janvier. Alors j'espère que c'est carré pour toi et surtout abonne-toi. Nous partons au Japon pour une escapade féerique, un spectacle d'illumination en plein air. Sur place, Hakim Abdelkalek et Vincent Reynaud. Un mont Fuji de lumière et de féerie. C'est l'un des endroits les plus spectaculaires du Japon en hiver. Nous sommes à 4 heures de Tokyo, au plus grand festival de lumière de l'archipel, le Nabana no Sato. Chaque soir d'hiver, ils sont plusieurs milliers de visiteurs à entamer dans un froid glacial cette balade de lumière tout en musique. Elle commence dans les brumes fumantes qui entourent les érables du Japon. C'est magnifique. C'est très japonais. Ces illuminations, ces ambiances féeriques, ces scénographies. Je pense qu'il n'y a qu'au Japon qu'on peut voir cela. 3 mois de travail et 20 techniciens pour transformer ce jardin botanique et installer des millions et des millions de petites ampoules. Le chiffre exact et les investissements sont tenus secrets. À Nabana no Sato s'exprime la précision, la délicatesse et la poésie dont peuvent faire preuve les Japonais. Comme ce tunnel de lumière dont on ne voudrait pas voir le bout. Au Japon, les fêtes de Noël sont avant tout romantiques. Se bousculent ici les jeunes couples. C'est la première fois que nous venons ici. Et quand nous sommes rentrés dans ce tunnel, on a vraiment été submergés d'émotions. Je ne suis pas uniquement impressionnée par la beauté des lumières, mais aussi par l'harmonie parfaite entre les illuminations et les musiques. Ce soir, la température ressentie est de 1 degré. Alors certains s'offrent une halte dans les bains chauds naturels du parc. Tu avais froid donc tu voulais essayer, n'est-ce pas? Tu voulais tremper tes pieds pour te réchauffer? T'as vu comme c'est chaud? Une eau à 41 degrés surgit des profondeurs de la terre. On trempe ses pieds pour se réchauffer. Ça aide à la circulation du sang. Ça nous détend et ça réduit le sentiment de fatigue. La promenade féerique se poursuit jusqu'au lieu le plus magique du festival. La reconstitution du mont Fuji. 35 mètres de haut, 155 mètres de large. 4 tableaux vivants pour évoquer les 4 saisons. Comme ici le printemps, avec les cerisiers du Japon en fleurs. Le mont Fuji, c'est notre trésor national et ils ont rendu cela encore plus magnifique. Personnellement, je n'ai jamais vu en vrai le mont Fuji, mais pour moi, ça me suffit déjà amplement. Pour les Japonais, les fêtes de fin d'année sont donc avant tout une célébration de la beauté et de l'émerveillement. Et comme promis, on vous transporte dans l'univers Disney dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.